Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez à la télévision du côté de Mamou. Vous écoutez les grandes gueules là aussi, évidemment, sur Fraternité FM, entre autres. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Bambou FM à Farana. Le président de la République s'engage à gouverner autrement. Décidément, il vient en faire donc un discours et un ensemble d'actions à mener pour faire avancer le pays dans bien de domaines. On en parle ce matin avec notre invité, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran évidemment. Une première, non, c'est pas une première, c'est bien sûr la présidente du parti guinéen pour le progrès et le développement, honorable Bintou Touré, députée donc à l'Assemblée nationale. Elle est notre invitée ce matin. Bienvenue, madame, bienvenue, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue. Lamine, je ne sais pas si c'est parce que je suis devenu député que tu biffes Madame Yansane. C'est pas du tout. Pour ajouter Madame Yansane. Non mais c'est Jacques en fait, voilà, c'est un peu ça. Madame Yansane. Comment ça va ce matin? Ça va. Très bien, ça va. Oui. Très heureux de vous retrouver. J'allais tutoyer. C'est partagé. Ouais. Merci de me recevoir. Comment ça va? Bonne année, on peut se permettre de dire. Voilà. Oui. J'allais commencer par ça. Voilà. Okay, bonne année. Ouais. Beaucoup de courage, assez de volonté et beaucoup d'ingéniosité pour affronter les intempéries du temps. Merci. Non, j'avais pas compris. Ça existe. Évidemment. Donc, félicitations et continuez. Vous êtes des lions. Ça va aller. Merci beaucoup. Alors, comment vous commencez, on va dire, la 4e République? Comment ça commence chez vous? Bon, c'est vrai que j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'adresse à la nation du chef de l'État, comme tout bon Guinéen. Et ce discours, j'en retiens quelques volets. Je retiens l'amélioration du cadre de vie, je retiens les chantiers, les grands chantiers ouverts pour la jeunesse, notamment la création de 100 000 entreprises, la création d'un fonds d'investissement, ensuite la restructuration de l'administration et surtout l'intensification du contrôle et de l'audit. Même si ces ambitions sont énormes, même si le discours il est plus ou moins élogieux, moi je reste sur ma réserve. Je suis perplexe. Perplexe, je suis plus ou moins déçu parce que je m'attendais à un discours focus sur la technicité, sur des chiffres, parce que c'est une république qui a changé, les acteurs n'ont pas changé. Et dès que j'ai fini d'écouter le discours, j'ai quand même fait le parallèle avec le document intitulé Plan national de développement économique et social, le PNDS. Tout ce que le président de la République a décliné se trouve dans ce PNDS. Dans le PNDS, on tient compte de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. On tient compte de la stratégie de développement du secteur privé. On tient compte de la stratégie d'assainissement des finances publiques. On tient compte de la stratégie accélérée de la nutrition et tout ce qui est développement agricole. De la création d'entreprises. De la création d'entreprises. Donc on tient compte de tout ça. Pour moi, le discours du président de la République, son premier discours là, ça allait être focus vraiment sur une organisation pour faire une revue à mi-parcours de ce PNDS. Parce que le PNDS, ça doit être jusqu'en 2021. Non, jusqu'en 2020. C'est 2016-2020. Voilà. Mais il se trouve aujourd'hui que le PNDS reste le document focus, le document cadre pour la République de Guinée. Donc, on aurait dû faire une revue à mi-parcours de ce PNDS pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que les Guinéens attendent. Et ça lui aurait permis de donner des objectifs clairs, précis et mesurables aux différents départements sectoriels. Et sans oublier que le PNDS, dans son élaboration, a pris compte de la vision 2020 de la CEDEAO, de la vision 2063 de l'Union africaine et de la vision de l'horizon 2030 des objectifs du développement durable. Donc c'est un gros document qui aurait même dû être qui aurait même dû faire l'amorce de la Guinée émergente, comme on le dit au Sénégal, plan Sénégal émergent. C'est dit là-dedans, c'est clair. Donc moi, je m'attendais à un discours technique, professionnel, qui soit chiffré.
comme ça se fait ailleurs. Mais Bien. très malheureusement, je trouve que c'est une redondance, c'est une répétition, c'est un perpétuel recommencement et la population attend. Voilà. Madame Bintou Touré, Madame Yassane, évidemment, présidente donc, du parti PG. Notre invité ce matin, on va essayer de décrypter l'actualité avec vous, parce qu'on a quelques extraits ici, évidemment, de cette adresse à la nation du président. Il parle d'amélioration de cadre de vie et la lutte contre la corruption. On écoute le président Condé. L'aménagement de la ville, au cadre de vie, notamment dans notre capitale. Mais la question qui nous interpelle le plus et tous, c'est d'apporter des réponses concrètes et innovantes aux ensembles de nos jeunes et des femmes au cœur de nos préoccupations et des politiques publiques. Mes chers compatriotes, je mesure l'ampleur et l'urgence de tous les défis auxquels notre pays se trouve confronté. En priorité, une attention particulière sera accordée à des piliers essentiels d'une gouvernance vertueuse, à savoir la restructuration de l'administration qui comporte la lutte contre la corruption, les malversations financières et des détournements des deniers publics, la réforme du système judiciaire, la réforme des mécanismes de passation des marchés et contrats publics de l'État. À propos de la commande publique, toutes les sociétés de prestations de fourniture de biens et services seront passées en revue afin que celles qui sont affiliées à des ministres, des hauts cadres de l'État, de l'administration publique ou des proches des familiers de ces décideurs publics soient identifiées et disqualifiées dans le processus de passation des contrats et de marchés publics. Partout où il y aura un conflit d'intérêts avéré ou un mélange de genres, je prendrai mes responsabilités. Car gouverner autrement, c'est de s'employer à éliminer des distorsions dans l'économie, de veiller à l'égalité des chances entre les citoyens. D'autres défis de transport, la systématisation des contrôles et audits des agences, la digitalisation des opérations de l'État, le contrôle et les audits concerneront aussi les ressources affectées aux collectivités et communautés à la base, l'amélioration des réseaux routiers, les initiatives programmes en faveur des jeunes et des femmes et destinées aussi à préserver notre environnement consistent à la création de 100 000 entreprises pour les jeunes, la création de fonds d'investissement associés de programmes de formation pour les jeunes, la création de fonds de programmes de formation et de bourses scolaires pour les femmes. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voilà, c'était donc Alpha Condé, hein, voilà, président de la République. Mon cher Moussa, on vient d'écouter le président Condé à l'instant. Ouais. Au fait, si je me base sur ce qu'il vient de dire, si je décrypte son discours, je vous assure que je suis disposé à l'accompagner même pour un 5e mandat. Eh bien, oui, parce que c'est bien écrit et c'est vraiment ce que nous voulons comme gouvernance vertueuse dans ce pays. Mais il y a un déphasage terrible entre ce qu'il dit et ce qui est. C'est-à-dire, vous sentez même lorsqu'il les prononce, lorsqu'il le dit, lorsqu'il lit ce discours, vous sentez que sur le terrain, l'application fera défaut. Il n'y a pas de suivi déjà. C'est-à-dire, quand on veut impulser une nouvelle politique... On est en politique. Non, là, mais Lamine, quand on veut impulser... Oui, je suis d'accord. C'est la rhétorique, je suis désolé, parce que tu prends un petit peu cette adresse à la nation, il a dit 9 fois le mot gouverner autrement. Oui, d'accord, mais c'est parce que pédagogiquement, il s'attelait à nous l'expliquer hier. Moi, en tout cas, j'ai suivi, j'étais en classe, j'ai été assidu hier, j'ai pris note. C'est comme si on suivait un professeur qui nous donnait donc un cours. Je dis bien que c'est très beau ce qui a été dit. Mais quand on veut mettre en place une nouvelle politique, Lamine, on évalue la sienne, on évalue la précédente. Qu'est-ce que la précédente a donné? Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer? Si vous n'avez pas agi pour corriger les lacunes de la précédente politique, vous ne pouvez pas annoncer de nouvelles sans avoir tiré les leçons de l'ancienne. Moi, je trouve que c'est une façon encore de nous
de nous rouler dans la farine, puisqu'on parlait de farine ce matin, et puis on produira un résultat qui ne sera pas de qualité, un pain donc qui aura des grammes en moins. Voilà. Allez-y. Oui, la question à Madame Yansaleh Bintou Touré, honorable, et comme vous le voulez ainsi tant. Non, comme ça se doit. Comme ça se doit. Alors, la question que je voudrais poser, est-ce qu'en écoutant le président de la République, vous avez fait un décryptage, est-ce que vous y trouvez là un aveu d'échec? Ouais. Bon, on ne peut pas dire que c'est un aveu d'échec, ça c'est trop dire. Mais il faut rappeler quand même que depuis 1958, tout a été dit dans ce pays, tout a été couché sur papier, tout a été décliné. On n'a fait que parler. C'est vrai qu'il y a eu des changements positifs, il ne faut pas le nier. Oui. Mais ce qui reste clair, on sait tous que les problèmes qui assaillent les populations guinéennes, c'est les problèmes d'ordre, en fait c'est les problèmes politiques, c'est institutionnel, c'est sociaux, c'est environnementaux, c'est voilà. Donc c'est pour cela que je dis que c'est une redondance, c'est une répétition. J'ai l'impression qu'il a dit autre temps, autre mœurs. C'est dans la normalité en fait. En fait, voilà, on se retrouve dans le même process en fait. Il n'y a rien de, comme il vient de le dire, c'est un cours magistral. Wow. Mais dans la réalité des faits, il n'y a pas de prépondérance, quoi. Êtes-vous pessimiste? Est-ce que vous n'y croyez pas? Parce que quand il parle, par exemple, de restructurer l'administration, notamment de se focaliser dans la lutte contre la corruption, est-ce que vous pensez que à partir de maintenant, il va y avoir du nouveau sous le soleil? Surtout qu'un communiqué a accompagné. C'est ce qu'on souhaite vivement. C'est pour cela je viens de dire que je m'attendais à un discours technique. Il vient de le dire. On ne peut pas avancer sans tirer les leçons de ce qu'on a de la précédente politique. Donc j'essaye, je suis quelqu'un qui accorde le bénéfice du doute, même par rapport au troisième mandat jusqu'à la dernière minute. Moi je lui ai accordé le bénéfice du doute par rapport à ses anciens discours, à tout ce qu'il disait. Donc je lui accorde le bénéfice du doute. Ce qui reste clair, le peuple de Guinée attend. On attend les résultats. Il parle de corruption pendant qu'il y a une actualité qui défraie la chronique par rapport à 200 milliards. Je ne jette l'anathème sur personne. J'ai beaucoup de respect pour cette jeune dame qui d'ailleurs peut jouer négativement sur sa carrière. Elle est trop jeune. Donc je ne lui jette pas le coup tout de suite. Mais si monsieur le président veut qu'on lui fasse confiance et qu'on lui porte cette chose-là, qu'il laisse quand même pour une fois cette chose être réglée par la justice. Tout le monde en parle, mais on ne jette la chose sur personne. Donc voilà déjà un élément qui est sur la table, un truc qui défraie la chronique. Il pourrait nous donner par exemple un résultat par rapport à ça. Êtes-vous de ceux-là qui ont pensé que cette dame n'aurait pas dû être reconduite? Bon, après moi, je n'ai aucune qualité pour porter des jugements de valeur par rapport à la qualité ou au niveau de quelqu'un. Le président de la République a des prérogatives constitutionnelles. Il nomme et révoque qui il veut. Et après, moi, je ne suis pas choqué. Peut-être que je peux aborder ça rapidement. Je ne suis pas choqué par la nomination des membres du gouvernement. Je vous dis, s'il y avait le revers de la médaille par rapport au troisième mandat, ces gens-là, ils auraient eu assez de problèmes ici. Ils ont mouillé le maillot. N'eût été la connotation régionale, communautariste de la politique en Guinée, mais il n'y a pas de problème qu'on nomme des gens qui se sont battus avec toi en politique. Oui. Aux États-Unis, on vient de constater, il paraît qu'à la Maison-Blanche, il y a 3000 employés. Mais il n'y aura que des démocrates. C'est parce qu'ils ont la chance d'avoir deux camps, républicains et démocrates. Mais ici, vu que c'est coloré, quand tu es président de la République, si tu es Peul, voilà, tu nommes que des Peuls. Si tu es Malinké, tu nommeras que des Malinké, ainsi de suite. C'est ce qui fait la difficulté de la politique en République de Guinée. Sinon, je ne suis pas choqué que le président de la République nomme les partisans. Non, pour le cas de Zénab, peut-être. Voilà, j'en viens. Voilà. Je dis ça. J'ai commencé par ça. Je dis ça défraie la chronique pour une fois, pour qu'on lui fasse confiance, pour qu'on comprenne qu'il prendra des mesures cette fois-ci. Mais voilà un sujet qu'il peut laisser quand même, qu'on peut décanter rapidement au niveau de la justice. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Je veux juste signaler que la question de la lutte contre la corruption revient beaucoup dans le discours du président de la République. En tout cas, il donne l'impression qu'il veut en faire l'une de ses priorités. Mais quand on regarde, par exemple, l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International pour l'année 2020, nous nous rendons compte que la Guinée est classée au 32e rang sur 54 pays qui ont été évalués sur le continent africain. Oui. Vous avez des pays comme la Sierra Leone qui nous dépassent.
Vous avez des pays comme le Mali qui sont devant nous. Même le Gabon est devant nous. Vous avez des pays comme la Tanzanie, la Gambie, qui nous dépassent, la Namibie. Et puis nous dépassons des pays pour lesquels on ne peut pas tirer de gloire. Quand vous êtes devant un pays comme le Soudan, Moussa. Vous ne pouvez pas être très... Non, mais l'ami, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un pays comme le Soudan, vous êtes devant un pays comme la Somalie, vous êtes devant un pays comme la Somalie, comme l'Érythrée, les Comores, je me dis qu'on n'a aucune gloire à tirer de là. En matière de lutte contre la corruption, qu'est-ce que le président peut faire, honorable député? Qu'est-ce qui peut être impulsé? Le cas des Zénab, je trouve que c'est une goutte d'eau dans l'océan de la corruption dans ce pays-là. Qu'est-ce qui peut être fait au niveau institutionnel, au niveau judiciaire, parce que le ton est donné par lui. Bon, après déjà, je crois qu'il y a des chiffres qui disent déjà qu'il y a une perte de 400 milliards. Si je 500. 400 milliards, 500 de pertes avec cette histoire de corruption. Mais ce qui reste, ce que je vais dire par rapport à ça, pour qu'on lutte contre la corruption, je crois que les textes sont clairs là-dessus. En Guinée, tout est bien rédigé, tout est bien décliné. Ce qui fait défaut, vous venez de le dire, c'est l'application de nos textes. Appliquons la loi par rapport aux corrompus et aux corrupteurs. Je crois que dans certains pays, on vient d'exécuter. Je ne souhaite pas que ça soit. Oui, ici la peine de Guinée. Les grandes gueules est révolue en Guinée. Voilà, la peine de mort est révolue en Guinée, mais on vient d'exécuter un des grands Richard en République chinoise. Voilà, parce qu'il a été accusé de fait de corruption. Donc je crois qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour que la corruption cesse. Ça dépend vraiment de la rigueur, de la volonté politique, de la volonté politique, de la prestance, de la rigueur que le président lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui le problème est fondamentalement au niveau du chef de l'État plutôt qu'au niveau de son premier ministre? Parce que lui aussi, quand il a été nommé, il s'était fixé comme objectif la lutte contre la corruption. Si on fait aujourd'hui l'évaluation, on se rend compte que rien pratiquement n'a été fait à part les deux directeurs de régie qu'on avait montré à la face du monde comme étant des corrompus. Écoutez, il faut pas qu'on se leurre. Et moi, monsieur le Premier ministre, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et moi, je l'appelle le premier des ministres. Donc, aisément, le problème, c'est au niveau du président de la République. On sait qu'en Guinée, en Afrique et particulièrement en Guinée, la population a la culture du chef a dit. Bien, le chef a fait. Dès qu'il dit... C'est-à-dire, on navigue à vue, si je peux l'intituler comme ça. On ramène tout au chef de l'État et c'est eux qui se mettent dans cette prédisposition. C'est parce qu'on a aussi un régime présidentialiste. Non, mais un régime présidentialiste, ça veut... Bon, un régime présidentialiste, d'accord. Je pensais que tu avais dit un régime présidentiel. Bon, présidentialiste, mais juridiquement quand même, on va dire un régime présidentiel compte tenu des déclinaisons de notre constitution, parce qu'il y a quand même la séparation des pouvoirs. On a un exécutif, qui foudroie tout sur son chemin. Et le judiciaire, le législatif, dans la pratique, mais dans le respect des textes qui nous régissent, moi je dirais un régime présidentiel, parce que dans notre constitution, il y a la séparation rigide des pouvoirs, même si dans l'applicabilité, on voit... séparation. Bon, je dis pas soi-disant, dans la constitution, c'est ça. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Voilà, mais ce qui compte, c'est la pratique. Les grandes gueules. Mais dans la pratique, la pratique fait défaut. Allez, voilà. on va continuer à décrypter cette actualité. Regardez cette image à la télévision. Quand on prend le point 4, où il dit les initiatives et programmes en faveur des jeunes et des femmes et destinés donc aussi à préserver notre environnement consiste à la création de 100 000 entreprises pour les jeunes, la création du fonds d'investissement assorti de programmes de formation pour les jeunes, la création de fonds de programmes de formation et de bourses scolaires pour les femmes, le lancement de programmes de reboisement, la planification au niveau national de ramassage de déchets recyclables, la mise en place d'unités de production d'énergie propre. Ça vous parle ou pas du tout? Ça me parle, sauf que les dernières déclinaisons sont des activités à mener. Je ne vois pas ça en termes de programme. Je vois ça en termes d'activités. C'est-à-dire qu'il y a un programme global, on décline des projets dedans, après il y a des activités à mener. Par contre, quand il parle de création de 100 000 emplois. Non, je dis les dernières... Je parle des dernières déclinaisons, reboisement, je trouve que c'est des activités. Maintenant, les premières déclinaisons, la création de 100 000 emplois, entreprises. Moi, je voudrais dire ici à Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je dois à son autorité, que le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau de l'employabilité des jeunes. L'employabilité des jeunes est différente
de l'emploi. L'emploi, c'est le bout du tunnel, c'est ce qui est recherché. Mais l'employabilité, c'est l'ensemble de toutes les de certaines combinaisons qui amènent le jeune à trouver de l'emploi, à maintenir cet emploi, à progresser dans sa carrière. En un mot, c'est toutes les compétences. Donc la formation. Non, c'est toutes les compétences, toutes les aptitudes et toute l'expérience que le jeune a pour pouvoir être compétitif sur le marché de l'emploi. Est-ce que nos institutions universitaires, est-ce que le ministère, est-ce que l'exécutif en général inculque à nos jeunes ce potentiel ou ses valeurs? C'est là la question. Mais est-ce que les deux éléments ne sont pas complémentaires? Non, les deux éléments ne sont pas complémentaires. Même si la formation est là, si on n'a pas où chercher le boulot. Non, en fait, quand on peut créer 100 000 entreprises, mais quand on fait une analyse de la faiblesse de notre économie, on comprend tout de suite qu'elle a des lacunes à pouvoir créer assez d'emplois. Et quand tu fais une analyse du système éducatif guinéen, le faible niveau de formation, comment on appelle ça, l'inadéquation formation-emploi, je crois qu'il faut régler le problème en amont avant de créer des entreprises. Ça ne sert à rien de créer des entreprises. Oui, parce qu'on peut créer des entreprises et importer des employés. Et c'est ce qui est dangereux. Nous sommes quand même des Guinéens. On ne peut pas créer des entreprises. Ça va créer un problème là. Je me rappelle quand ils ont dit qu'ils allaient arrêter l'importation des véhicules qui ont 10 ans. 8 ans. Mais 8 ans, hein, qui ont 8 ans. Mais ça allait créer des problèmes parce que tout ce qui venait, c'était électronique. Vous avez vu quel jeune mécanicien qui connaît l'électronique ici? Ça allait créer un chômage. Non, je vais finir. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi? Oui. Mais après, je suis honorable, Madame Yansani. Non. C'est pas un métier. C'est ma fonction. Non, mais c'est quoi votre formation de base? C'est ma fonction. Il m'a dit métier. Oui. Votre formation de base. Justement, vous êtes. Je parle du juriste. Pourquoi? C'est vous qui m'avez invité. C'est vrai, mais on n'a pas. Il fallait fouiller. On n'a pas. Vous n'avez pas fouillé. Madame. Parce que c'est Madame Yansane qui vient. Non, madame. On sait quand même ce parcours à la jeunesse. C'est bien parce que Lamine est touché certainement par votre éloquence. Non, mais qui demande cela. Justement, qu'est-ce que vous faites comme métier, madame? Je le connais. Moi, ça va. Quand même. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Quand même. Comme métier? Oui. Eh bien, dis donc. Lamine, on peut passer? Ok, passons. Il y a pas de problème. Avec d'autres points. Je ne pas le dire maintenant, c'est à mon avis. Voilà. Je souhaite quand même mentionner que lorsqu'on veut créer 100 000 emplois, c'est-à-dire qu'on crée dans le pays un environnement propice à l'investissement. On garantit l'investissement. On garantit ceux qui mettent un franc dans le développement de ce pays-là. Mais combien de jeunes aujourd'hui sont... Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Oui. En fait, bon, j'en viens. Oui. Vous savez, le jeune déjà... Vous avez retrouvé? Le jeune, oui, pour avoir passé quelques... C'est vrai que je ne suis pas spécialiste des questions d'emploi de jeunes, mais pour avoir passé quelques années au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, je peux donner quand même un aperçu général là-dessus. Le jeune déjà... selon la charte africaine de la jeunesse, est décrit comme une personne âgée entre de 15 à 35 ans. Oui. Et selon un document de la Banque mondiale, les statistiques d'un document de la Banque mondiale, cette population représente 4,1 millions d'habitants. Ce sont 12 millions. 4,1 millions d'habitants, soit 34% de la population guinéenne. Et les moins de 35 ans représentent 76%. Pour vous dire combien de fois il faut s'occuper de cette frange. Quelqu'un l'a dit. Si tu ne t'occupes pas d'elle, elle va s'occuper de toi. C'est le président qui l'a dit. Hein. On a vu, c'est lui qui l'a en dit. 2007, on a vu toutes les manifestations qui se sont passées ici. Ça crée le manque d'emploi, ça crée des frustrations, ou bien ça amène même les jeunes à être des accompagnateurs des manifestations. D'autres pans du discours, mon cher Moussa. Oui. Le président de la République parle de l'amélioration de la qualité de vie dans la zone spéciale de Conakry. En parlant de la création d'une nouvelle cité administrative, une campagne massive de salubrité dans la capitale, l'amélioration de la circulation routière, un programme ambitieux de logements sociaux. Bon, ça c'est... En fait, c'est pas des choses... c'est pas nouveau, quoi, en fait. Rien de nouveau. Ça a toujours été dit. Voilà. Il y a quelques bâtiments tout de même qui sortent de terre du côté de Koloma, de la zone spéciale du côté de Koloma. On a vu Lilou aller visiter la nouvelle ambassade, le nouveau département des affaires étrangères. Il y a aussi la construction, je pense, de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Mais est-ce que tout cela, est-ce que cela fait partie
un peu des priorités dans ce pays-là. Parce qu'il parle également de l'amélioration de la circulation routière. Je ne sais pas si vous circulez de façon fluide en venant au travail ou est-ce que vous avez pu vous déplacer tranquillement? Ça dépend des heures. Oui. Mais sur ce plan-là, moi quand même, je reste très reconnaissante par rapport à ce régime. Hein. Parce que moi j'habite la cimenterie, je suis à Lansana. Alpha Condé, quand il arrive, le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir, le tronçon Matoto, Anta, cimenterie, c'était infernal. Mais sincèrement, aujourd'hui, tu vas comme sur des... Comme sur du... Comment on appelle ça? Madame Yassani. Voilà, comme sur des roulettes. Madame Yassani. Je voulais dire verglas. Non, mais quand même. Voilà, exactement. Je voulais dire verglas. Vous avez quel type de voiture? Vous avez quel type de voiture? Parce qu'avant que je ne sois député... parce qu'on n'a pas la même voiture. Non, mais avant que je ne sois député, j'avais un petit... Pour la première fois, quand je suis arrivé ici, j'étais dans mon petit véhicule. Oui. Aujourd'hui, le statut de député me confère quand même... Oui, je sais. Voilà. Vous ne ressentez pas les dégradations. Non, ça, c'est maintenant. Il n'y a même pas ça, c'est depuis le mois d'avril, là. Depuis le mois d'avril. Mais ce que je vous dis, en tas de chez moi, en ville, bon, je veux dire à Kisoso, vraiment, ça a complètement changé. Et puis, il y avait d'autres tronçons aussi, les transversales, ça, il faut le reconnaître. C'est comme dans le cadre de l'énergie. On ne peut pas dire, en 2014, il paraît qu'on était à 17% comment on appelle ça? Production. Pas de production, en tout cas de ravitaillement, si je peux le dire comme ça. De dessert, voilà, de dessert. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que ce monsieur a fait des efforts dans ce sens, sans vouloir le flatter. C'est ce que vous faites ce matin. Non, je ne le flatte pas. Non, je ne le flatte pas. Moi, je vous êtes un allié ou pas du tout? Du pouvoir? Oui. Moi, je n'ai jamais été un allié du pouvoir. Toi aussi, si j'étais allié Madame du pouvoir. Yassani. Non, si j'étais allié du pouvoir. Madame Yassani. Madame Yassani. Non. J'aurais invité Madame Hiero un beau matin. Je suis désolé. Les grandes gueules. Vous êtes un allié du pouvoir. Je suis désolé. Je suis dans l'opposition. De la jeunesse. J'ai créé le parti politique quand j'étais au ministère de la Jeunesse. Bien sûr, 10 ans, pendant 10 ans. Oui. Mais le président a trouvé que moi j'étais au ministère de la Jeunesse, c'est pas lui qui m'a nommé. Il a quand même renouvelé sa confiance à travers les ministres Moustapha Naïté, Banta Masso. Voilà, donc à Istokera, j'étais là depuis Istokera. Djaouné, voilà, Alpha Condé, bon, j'aime pas dire Alpha Condé, le président de la République m'a trouvé là. C'est nos valeurs. Non, moi je suis très respectueuse de nos valeurs. Non, ça c'est important. C'est le président de la République. Je l'appelle monsieur le président de la République parce qu'on ne sait jamais, peut-être que je peux me retrouver de l'autre côté. Non, sur le perron glacé de Séao Turéa. On peut même l'appeler papa, puisqu'on est conservateur dans ce papa. Souvent il est différent de papa. Voilà, moi j'ai dit papa. Papi, ça te vaudra une convocation. Voilà, papi est différent de papa. La question des logements sociaux. La question des logements sociaux, madame. La question des logements sociaux. La casse est partout. Oui. On démolit des habitations appartenant à de pauvres citoyens, alors qu'ils ne poussent pas de terre, des bâtiments pour ces mêmes pauvres-là. Pas de logements sociaux et les habitations sont détruites. Vous avez le cas de Kagbele, le cas de Koya. Je suis très sensible à ça, mais en amont, la terre appartient à l'État. Il faut oser dire les choses. Ça, on peut t'exproprier pour cause d'utilité publique. Ah, mais là, c'est pas le cas. S'il vous plaît. Vous le savez. C'est le même État quand même qui donne les documents. Non, mais attends. Oui, l'État est complice. On ne peut pas quand même... S'il vous plaît. Allez-y. Je sais que l'État est complice. On connaît le cas de Kapourouraï. On connaît beaucoup de cas. On sait que l'État est complice. L'État est complice à la base. Donc, c'est un problème entier au niveau des fonctionnaires techniciens, au niveau du côté stratégique. Donc, c'est un problème entier à régler. Mais ce qui reste clair, il y a quand même à tenir compte que ce sont des Guinéens qui n'ont pas assez de moyens et qui ont besoin d'être recasés. Et moi, ce qui me gêne beaucoup dedans, c'est que malgré que ces immeubles poussent, le Guinéen lambda ne peut pas se l'approprier. Justement, les vrais gens, c'est très important. Alors, l'autre question, c'est bien son engagement ou sa volonté aujourd'hui d'aller vers la réforme de l'administration. Ce n'est pas une nouveauté. Et un communiqué du ministre Balo qui a suivi hier dans le journal télévisé de la RTG, qui vient avec ce communiqué. Désormais, pas de visite privée, pas de télé dans les bureaux. Et l'heure d'arrivée, c'est à 8h. Quelle marge de manœuvre pensez-vous qu'il est aujourd'hui pour une réelle réforme de l'administration? Ça va être compliqué parce qu'à la base, il n'y a pas de moyens de transport. Je vais vous revenir à 90% dans d'autres localités. À peine si on arrive à circuler. Pourquoi j'insiste un peu sur ça?
Vous savez, tout de suite, vous avez dit que je le flattais. Non, moi, j'ai fait le tronçon Conakry-Sigiri. Quand j'étais là, je voyais sur le net, je voyais beaucoup de choses. Autant de naïté, hein, la boue, quoi. Je ne le dis pas pour flatter. Mais quand j'ai voyagé et que j'ai vu les travaux se réaliser, je me dis, mais où est la communication gouvernementale? Le problème, c'est un problème de communication par rapport à beaucoup de projets. Donc, par rapport pour l'heure d'arriver au travail. Par rapport à la réforme, ça c'est élémentaire. Ça c'est le B.A.-ba. On ne doit pas faire un bruit. Ouais. Ça c'est le B.A.-ba. C'est le populisme, hein, tout simplement. Voilà. Bon. Oui, bon, je le dis. Hein. D'accord. Je le dis parce que je pense. Venir à l'heure. Les grandes gueules. C'est vrai que le fonctionnaire n'est pas contractuel, comme on peut le dire, comme dans une entreprise privée, où il y a beaucoup plus de rigueur. Il y a une question de conscience, il y a une question de responsabilité. Le ministre n'a pas besoin de crier sous les toits sous tous les toits. Ça, c'est élémentaire, c'est le B.A.-ba. Allez-y, madame. Alors, madame Yansane, le président parle également de mettre en place une équipe restreinte, hautement qualifiée et pluridisciplinaire, mais à la présidence de la République, qui sera chargée de gérer, en tout cas de superviser en quelque sorte toutes les réformes engagées. Est-ce que ce n'est pas souvent là le problème? Parce que généralement, on fait un ministre, on met en place un ministre de la pêche, on met à la présidence un ministre conseiller chargé de la pêche. Très puissant. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens vont se marcher sur les plates-bandes des uns des autres? C'est vrai qu'il y a déjà, quand il y a des structures qui se superposent, il y a déjà des conflits de compétences. Et ça crée des clans. Ouais. Ce qui crée des clans. Donc, moi, je me dis que le président a à avoir confiance en ses départements sectoriels, en tout cas en ses ministres sectoriels qui ont pour mission de concevoir, d'élaborer, de concevoir et de mettre en œuvre la politique nationale du gouvernement dans leur domaine concerné. Donc, je crois qu'il faut une certaine confiance en ces ministres. Ouais. C'est bien de créer une structure comme ça, mais il y a des inspecteurs d'État qui ont prêté serment de mais je me demande qu'est-ce qu'ils font comme travail. Je me demande qu'est-ce qu'ils font. C'est pour cela que je le rejoins quand il dit qu'on ne peut pas avancer sans faire une revue à mi-parcours. Il faut que le président aujourd'hui organise une retraite avec le premier ministre ou bien le premier des ministres, parce que sincèrement, oui, quand on voit la nomination du gouvernement, on sent que le pauvre, il est là, il suit. C'est bien dommage. Si c'est des retraites, on en a vu. Non, avec, quand je dis retraite, non, avec peu de moyens. Oui, mais avec peu de moyens, pas une retraite, voilà quoi, avec faste. Mais même à la présidence là-bas, qu'on fasse une revue à mi-parcours de tous ces programmes, de tous ces projets, pour qu'on nous sorte quelque chose de concret. Une autre question aussi, vous êtes député, donc vous appartenez à une institution qui peut faire le contrôle. On parlait tout à l'heure de la lutte contre la corruption et peut-être même de beaucoup d'autres pratiques assimilées qui ne permettent pas à notre gouvernement de produire des résultats. Comme on venait Est-ce qu'aujourd'hui, votre institution est capable de nous aider sur ce plan-là? Bon, nous, ce qu'on peut faire, vous savez, après, il ne faut pas confondre le rôle du législatif au rôle de l'exécutif. Là, je parle de votre rôle. C'est ce que je dis. Nous, ce qu'on peut, c'est de créer le cadre juridique pour que l'exécutif puisse s'y mouvoir. Vous pouvez aussi contrôler l'action gouvernementale. Mais bien sûr, on peut former des commissions d'enquête comme des commissions d'information. On peut même interpeller. Bon, quand je dis interpeller entre griffes, on peut demander à écouter un ministre comme ça se fait ailleurs. Alors quand on l'écoute, on prend des dispositions qui sied par rapport à ces différentes réformes et on prend une résolution si c'est nécessaire. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Est-ce que parce que pour la lutte contre la corruption, je vous ai entendu, vous avez beaucoup dénoncé, comme nous autres d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des initiatives que vous comptez prendre dans ce sens pour, quand même pour le cas Zénab, qui est un cas réel, pour amener, n'est-ce pas, le président de la République à apporter la lumière là-dessus? Peut-être, on peut-être, sous la clairvoyance du président Damaro, je saisis l'opportunité pour le féliciter parce que qu'on l'aime ou pas, c'est un monsieur qui maîtrise son sujet, quoi. Bien. Il maîtrise son sujet. Voilà. Vous êtes dans un cadre convivial là-bas. Les locaux flambant neufs. Mais c'est tout à fait, tout à fait normal. Oui. C'est là où je le respecte. C'est ça un leader. Il est venu en un laps de temps. Il a créé les conditions de travail nécessaires. Oui. Et voilà, c'est tout à fait normal. En ce moment-là, après on va vous évaluer sur
ce que vous avez produit en faveur du peuple de Guinée. On vous met dans les conditions avec nos moyens. On vous met dans les conditions qu'il faut. Qu'est-ce que vous faites en retour? C'est pas pour être complaisant devant le président qu'on vous prend en charge. On vous le concède. Voilà. Quand ça ne va pas, il faut vraiment jouer ce rôle. Mais c'est ce qu'on a fait. Vous avez vu dans un parlement monocolore de la sorte, un parlement. Je suis désolé, c'est pas un parlement monocolore. Vous ne pouvez pas lever le petit doigt là-bas, madame. On peut lever. Bon, c'est vrai que lui, il a sa façon de gérer les débats. Mais en attendant, on est 114 députés. Chacun a droit à 5 minutes de parole. Calculez 5 minutes fois 114. Quel est le seul son de cloche dissonant qui est passé au Parlement là? Voilà. Allez, la réponse, c'est dans un instant. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Avec notre invité ce matin, mesdames et messieurs, honorable Bintou Touré, madame Yansane, députée, présidente de PGPG. Elle est notre invitée ce matin, évidemment. Le débat très intéressant, on va encore des 10 minutes. Allez-y, Moussa. Donc, parlez-nous un peu du fonctionnement du Parlement. Et puis, le deuxième point de ma question, c'est la question sur la réforme de la justice. Le président en a parlé brièvement. Vous êtes juriste de formation. Oui, si vous êtes juriste de formation. On connaît ça. Les juristes de formation. Donc, qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine-là pour que vraiment le justiciable se sente en sécurité au regard de ces procès fleuves auxquels nous assistons? Les détenus n'ont pas droit à leurs avocats, ils ne sont même pas entendus par un juge et certains sont morts en détention. Qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau? Bon, je crois qu'il y a un département sectoriel qui est plus éloquent à la matière, qui peut mieux vous parler des questions de justice. Parce que moi, je ne suis pas à l'aise en parlant de justice en République de Guinée. Pourquoi? Je ne suis pas à l'aise, surtout quand je parle de ces détenus appelés détenus politiques. Vous savez, ça dépend de ce que la loi guinéenne confère comme définition d'un détenu politique. En tout cas, dans le code pénal, je n'en ai pas vu. Oula. Donc, on va tous s'atteler à essayer de définir qu'est-ce qu'un détenu politique. Donc, ils sont en prison par des faits des élections. Ouais. On va dire en français simple. Mais il se trouve qu'il y avait deux camps face à face. C'est sûr que de part et d'autre, dans les deux camps, tous et chacun ont commis quand même des fautes. Mais qui ont perturbé ou bien qui ont voulu perturber l'ordre public. Des propos, on a même vu des autorités tenir des propos dans les deux camps. Mais malheureusement, le camp d'en face a beaucoup plus de prisonniers dits politiques que l'autre camp. L'autre camp n'a pas de prisonniers? Non, c'est une façon de parler. Ce n'est pas lui seulement qui en a. C'est comme ça que j'abonde la chose. Oui. Donc, je ne suis pas très à l'aise en parlant de ça. Alors que vous ne voulez pas égratigner papa, je le sais. Non, pas mais du tout. Ça n'a rien à voir. Quand même, la réalité est là. Cette impartialité, elle est importante pour la cohésion nationale, pour la quiétude sociale et pour qu'on amorce un développement durable. Mais très malheureusement, c'est ce qu'on constate, c'est les faits. Donc, comme le chef de file de l'opposition l'a dit la fois dernière. Lequel? Naturellement, Elhadj Mamadou Sylla, le vrai chef de file de l'opposition. Et puis moi, je souhaiterais corriger les gens quand ils disent le chef de file de l'opposition parlementaire. Il est le chef de file de l'opposition guinéenne. D'accord. Ce statut lui a été conféré par une loi. Madame la députée. Une loi. C'est la loi, c'est la loi. Voilà. Mais il y a combien de députés derrière lui au Parlement? Ça ne veut rien dire. Il a 4 députés. Combien? 4 députés. Je pense que moi, à sa place, j'aurais renoncé au titre de chef. Non, mais quand même. Nulle part, Moussa, la loi n'a dit qu'il faut un tel quota de députés. C'est quand même le chef de file. Mais il y a une certaine représentativité. Il y a une certaine représentativité. Après la majorité, le président de ce parti devient le chef de file de l'opposition. Ça n'a pas été voté pendant la 9e législature. Ça a été voté pendant la 8e législature. D'accord. Donc il a trouvé un acquis et il va en bénéficier. On trouve des aménagements démocratiques. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'aménagement. Dans son groupe parlementaire, il a 14 députés avec lui. Pour former un groupe parlementaire, il faut 10 députés. Donc, il y en a 14. C'est pourquoi c'est l'occasion pour moi de le féliciter par rapport à toutes les démarches qu'il a entreprises. Les visites de courtoisie, tout le monde peut les faire. S'il vous plaît. Tout le monde peut rendre visite à son prochain. Mais au moins, il a boosté, il a donné du poids à ce poste en un laps de temps. Ah oui? Oui. En faisant quoi? Mais c'est ce que je dis là.
Il a fallu qu'il attende 8 mois. On est quand même à l'Assemblée depuis avril. Il a fallu qu'il attende 8 mois. Ce n'est que le 19 décembre dernier qu'il a été installé dans ses fonctions de chef de file. Et avec son slogan s'opposer autrement. Mais bien sûr, il va s'opposer. Mais on aurait tout essayé en République de Guinée. Mais est-ce que vous ne vous assimilez pas avec ce slogan? Est-ce que vous ne vous assimilez pas à la mouvance présidentielle là? On est passé par la violence. On est passé par la virulence. On est passé par les armes. On est passé par la casse. On est passé par tout. Écoutez, il est obligé de s'opposer autrement, avec beaucoup d'astuces pour que les Guinéens puissent enfin souffler. Ce sont les Guinéens qui vont souffrir autrement. Ils vont souffler. On va souffrir autrement. Ils vont souffler. Parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de contre-pouvoir. On va souffrir autrement. Il y a pas de contre-pouvoir. S'il vous plaît. Aux États-Unis, c'est vrai que je ne fais pas de comparaison. Ici, où est le contre-pouvoir? Non, mais il y a un contre-pouvoir. Nous sommes un contre-pouvoir. Une force de proposition, nous sommes une force de dénonciation. Quand ça ne va pas, nous dénonçons. Et quand c'est bon, nous disons que c'est bon. Aux États-Unis, on l'a vu. Moi, quand j'ai vu comment on appelle l'année à laquelle Mitt Romney s'est présenté à la présidence, mais celui qui a été élu, mais il l'a félicité comme ça se doit. Et puis après, on n'entend plus parler de. Le débat se ramène au Parlement là-bas. Dans les grandes démocraties, le débat se ramène au Parlement. Il faut qu'on épargne maintenant la population guinéenne de manifestations, de violences. On caillasse nos véhicules. Mais c'est extraordinaire. Et je n'épargne pas les deux camps. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'on ramène le débat au Parlement. Le débat, c'est au Parlement. Et on va vous faire la surprise. Bien. Madame Bintou Touré. Madame Yansane. Madame Yansane Bintou Touré. Et notre invité ce matin chez les GG, on passe à cette petite rubrique. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Merci beaucoup, madame, d'être passée chez les grandes gueules. Un message, évidemment, pour vos militants qui vous regardent à la télévision. Cette caméra vous appartient. Bon, les militants, sympathisants du Parti guinéen pour le progrès et le développement, du haut de cette tribune, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour que PGPD puisse sortir la tête. Voilà, déjà, je commence par les GG. C'est déjà un truc, une chose très bien, de très bien. Et je voulais dire aussi par rapport aux jeunes dames qu'il est important, qu'il est aujourd'hui nécessaire, voire judicieux qu'on se batte, qu'on s'inculque certaines valeurs pour qu'on puisse être compétitif sur le marché de l'emploi. Voilà, donc merci et un petit coucou à M. Yansane. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Moulin de Guinée ce matin, mon cher Jacques Lewaleno, vous dites les motifs d'une grève en vue, Jacques. Oui, Moïse avait avancé un peu hier là-dessus. Maintenant, au-delà de cette crise liée bien entendu à la hausse du prix du blé à l'international, il y a des problèmes à l'interne, mais qui m'amènent à m'intéresser au sujet parce que c'est assez présent dans la plupart des entreprises. C'est que la direction générale s'oppose à l'installation d'une délégation syndicale. Alors que nos lois guinéennes disent clairement, lorsque vous avez dans une entreprise un effectif de 25 salariés, il est de droit que la direction de l'entreprise puisse accepter une délégation syndicale. Mais derrière, il y a toujours cette guéguerre entre centrales syndicales, entre vieilles centrales syndicales et nouvelles centrales qui continuent. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément entre les factions de l'USTG, mais c'est plutôt entre les vieilles centrales et les nouvelles qui se créent pour dénoncer, n'est-ce pas, l'indolence un peu de ces vieilles centrales syndicales qui n'arrivent plus à défendre véritablement les travailleurs. Et donc là-bas, il s'agit en réalité de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guinée, qui a donc pu convaincre, n'est-ce pas, les travailleurs des grandes gueules en syndicat. Il y a des démarches qui ont été entreprises, la demande n'a pas trouvé écho favorable auprès de la direction. Donc le préavis de grève qui a donc été lancé et qui commence à courir depuis maintenant quelques jours
est brandi donc par l'UGTG sur cette base-là, avec des travailleurs qui choisissent d'appartenir à un syndicat, alors que derrière, il y a la direction de l'entreprise qui s'oppose. Je le disais tantôt, c'est fréquent parfois dans certaines entreprises où on s'oppose à l'installation, n'est-ce pas, des syndicats, parce qu'on s'est dit que lorsqu'on en a, ça vous crée des problèmes. Et lorsqu'on a peut-être quelques groupes syndicaux ou disons quelques représentations syndicales dans une entreprise, on a la possibilité de dialoguer avec la CNTG. Aujourd'hui, les gens ont encore les préférences. En tout cas, du côté des employeurs, on préfère avoir les représentants de la CNTG que d'avoir affaire à un Aboubacar Souma, par exemple, qui est parfois assez virulent, ou un certain Marat de l'UGTG qui est assez virulent et qui a eu des problèmes à un moment donné du côté de Bokeh. Donc ça, je crois que c'est une question fondamentale que l'inspection générale du travail, au nom de la liberté syndicale, devrait traiter avec sérieux pour permettre à ce que le syndiqué ait le libre choix d'appartenir à sa centrale et qu'il puisse compter, n'est-ce pas, sur cette centrale-là pour défendre et protéger ses intérêts. Voilà, pendant ce temps, le prix du pain, Moussa, n'a pas bougé, hein? C'est bien cela? Ça n'a pas bougé, on continue de l'appliquer comme on veut, c'est-à-dire que quand vous êtes à Conakry, vous êtes à Yomou, vous êtes en Zérekoré, vous n'achetez pas le pain au même prix, et le président de la République devrait agir autrement dans ce domaine-là, parce qu'il a visité autrement la Direction nationale des impôts hier. Il faudrait quand même qu'il rencontre autrement les acteurs de ce secteur, les grandes gueules, de la table, pour parler de ce qui est en train de guetter l'avenir de nos industriels dans le domaine. C'est-à-dire que ce sont les emplois, les emplois de milliers de personnes qui sont menacés, qui dit qu'il n'y a plus de matières premières, il n'y a plus de blé qui en direction de la Guinée, dit qu'il n'y aura plus de farine parce que c'est la matière première, et s'il n'y a plus de farine, il n'y a plus de pain. S'il n'y a plus de pain, la paix est menacée. Donc, Monsieur le Président sait assez bien comment est-ce que tout cela se passe, et le dire, ce n'est pas... pour une fois, on a l'habitude de taper sur ceux qui sont commerçants, les industriels qui gagnent beaucoup d'argent, mais pour une fois, ils sont en train de subir un tout petit peu, je dirais, les contre-coups du coronavirus à l'international. Ils n'ont pas la maîtrise de la flambée du prix du blé à l'international. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avant, du côté de la Russie, lorsque vous achetiez le blé à l'exportation, vous étiez même appuyé par l'État russe. Mais aujourd'hui, l'exportation du blé, puisqu'ils savent qu'il y a une crise mondiale, est taxée. C'est-à-dire qu'ils ont surtaxé cela de telle sorte que les commerçants qui le faisaient soient découragés à le faire. Du côté de la Chine, l'empire du milieu, comme à ses habitudes, pour une fois, je rejoins Trump à ce niveau-là, la Chine perturbe complètement le marché des céréales. C'est-à-dire qu'elle achète en grande quantité parce que de telle sorte qu'il puisse y avoir une certaine réalité comme on le fait entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur le plan du pétrole, et ça perturbe complètement le marché. Les prix ne font que grimper. Donc vous avez aujourd'hui la tonne qui était aux alentours de 220, qui est vendue à l'international aujourd'hui à $350. Et vous avez des pays, comme je le disais hier, du côté de la Guinée et du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui ont réajusté le prix en fonction de cette donne internationale. Chez nous ici, alors que c'est vendu le sac de farine à 358 000 francs guinéens en Côte d'Ivoire, à un peu plus de 320 000 francs du côté du Sénégal, chez nous ici, on demande à nos industriels, et c'est une injonction présidentielle, il dit pas question d'augmenter un seul franc sur le prix du sac de farine. Au même moment, ceux qui détaillent, ceux qui vendent le pain ont déjà fait leur augmentation sans vous écouter, monsieur le Président. Ils ont mis les 500. Voilà, à ce niveau, il y a des soucis parce qu'ils continuent à vendre, à acheter la farine au prix habituel. Mais déjà, ils ont augmenté. Les boulangers, ils vous écoutent pas, monsieur le Président. Ils vous écoutent pas. L'économie n'attend pas l'État. Alors que, mais il y a la responsabilité. Malheureusement, c'est la triste réalité aujourd'hui. Le secteur privé, attends, non mais excuse-moi, Moussa. Mais le secteur privé n'attend pas après l'État. À partir du moment où l'État
l'État ne prend pas ses responsabilités, son rôle de régulateur de l'économie guinéenne, le privé n'attend pas après l'État. Il y a quelque chose de... Moi, j'ai écouté ton compte-rendu d'hier qui était vraiment très bien détaillé. Tu as expliqué très bien le fonctionnement du blé, etc., la crise mondiale. Mais il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que le président de la République doit arrêter de s'immiscer dans l'économie privée. Ce n'est pas son rôle. Ça, c'est la première des choses. L'État doit servir dans un état normal de régulateur. L'État doit prendre possession de l'économie pour mettre des règles, juguler l'inflation et surtout, le plus important, c'est favoriser la circulation de l'argent dans un pays et avoir un commerce extérieur. Nous devrions être aujourd'hui, en termes d'agriculture, compte tenu de la richesse de notre sous-sol, nous devrions être un pays exportateur. Or, nous importons plus que nous n'exportons. Et voilà ce que ça s'appelle le déficit de la balance commerciale. Pour finir, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Il va falloir qu'au lieu que Monsieur le Président de la République dise au privé, n'augmentez pas les prix, et j'ai entendu parler hier de Big Up, qui a été victime d'un travail extraordinaire qu'il a fait, effectivement, il a été victime de cela. Je pense que le ministère de l'économie, je pense que le ministère du budget, je pense que Monsieur le Président de la République devrait s'asseoir avec les syndicats, avec les représentants des salariés et qu'ils augmentent une bonne fois pour toutes le salaire minimum dans ce pays. Je pense qu'une augmentation aujourd'hui de 5 000 ou de 500 francs. C'est pas grand-chose si toutefois, on avait pris le temps d'augmenter non seulement le salaire dans le privé, mais dans le public. Voilà. Alors, dernier point par rapport à cela, Lamine. Vous savez, lorsqu'ils envoient les navires remplis de blé, ils ne peuvent pas les décharger en un seul jour, ni en deux. Ça prend du temps. Et lorsque ça prend du temps, vous payez ce qu'on appelle les surestaries. Et c'est en milliers de dollars que c'est payé. Vous avez des frais connexes liés qui rentrent un peu dans le coût de production de la farine. Ces frais font que dans les conditions normales, la farine devrait revenir, le sac de 50 kilos devrait revenir très très cher en Guinée. Mais pour une fois, il appartient au chef de l'État. Le ministre Thibou Camara a dit qu'il a l'un des départements les plus importants du pays. Il n'a pas totalement tort. Je pense qu'il peut raison. Et oui, il peut aussi entrer dans la danse parce qu'il s'agit quand même d'industriels qui risquent de mourir. Le ministère du Commerce est concerné. Les deux dames, nous attendons la passation pour les voir à l'œuvre, notamment Mariama Soguipa, parce que Soguipa, c'est le nom qui va la suivre partout où elle ira. Donc, il faut également qu'elle puisse rentrer dans la danse pour essayer de trouver une solution immédiate à cette histoire. Moussa. Sinon, il y a péril dans la demeure. Ouais, on a bien compris. Voilà, je pense qu'on va prendre les dispositions dans ce sens. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.